Bonjour à tous, j'ai fait un résumé pour vous du livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, Ursula Gates, la compromission par les lobbies de Frédéric Baldan. Donc je vous lis mon propre résumé que j'ai fait du livre. Donc l'ouvrage de Frédéric Baldan se présente comme une analyse approfondie des mécanismes de lobbying au sein des institutions européennes. L'auteur, fort de son expérience professionnelle en tant que lobbyiste au cœur des institutions européennes, propose un regard unique et critique sur le fonctionnement de l'Union. Le livre s'articule autour de 6 grandes parties qui retracent un parcours allant de la compréhension fondamentale du lobbying européen jusqu'aux enjeux les plus contemporains. Il commence par poser les bases théoriques en distinguant l'Union européenne de l'Europe et en expliquant les mécanismes du lobbying européen. L'auteur s'intéresse ensuite particulièrement au parcours politique d'Ursula von der Leyen avant d'analyser en détail l'influence des lobbies pendant la crise sanitaire. La seconde moitié de l'ouvrage aborde des aspects plus structurels, notamment l'architecture de la décision publique et la collusion entre les organisations multilatérales, ONU, WEF, UE. L'auteur examine également ce qu'il appelle l'effondrement du storytelling, donc le fait de raconter une histoire institutionnelle, avant de conclure sur la criminalité en col blanc et la lutte contre les abus des institutions. L'originalité de cet ouvrage réside dans sa volonté affichée de transparence et son approche critique. L'auteur ne cherche pas à établir des vérités scientifiques ou médicales, mais plutôt à mettre en lumière les dérives des industriels, des lobbies et des institutions européennes, ainsi que leurs conséquences sur les droits et libertés des citoyens. Cette analyse apparaît particulièrement pertinente dans le contexte de la crise sanitaire, qui sert de fil conducteur à une grande partie de la réflexion. Donc, l'ouvrage s'ouvre sur une analogie significative avec sa ville natale de Huy, en Belgique, dont la charte de franchise de 1066 établissait un droit de résistance face aux abus du seigneur. Cette référence historique pose donc le cadre de son analyse critique des institutions européennes et de leurs dérives. L'auteur compare l'Union européenne à un immense paquebot qui, comme le Titanic, semble faire route vers sa perte. À son bord se côtoient politiciens, dirigeants de multinationales, lobbyistes et experts autoproclamés, tous participant à un système qu'il juge profondément dysfonctionnel. Au cœur de sa critique se trouve Ursula von der Leyen, qu'il décrit comme une hyper-présidente de la Commission européenne, s'étant arrogée des pouvoirs démesurés. Et oui, il n'y a pas que les hommes. L'introduction se concentre particulièrement sur l'affaire Pfizer et Albert Bourla, utilisés comme exemple emblématique des dysfonctionnements institutionnels. L'auteur détaille comment, le 9 novembre 2020, l'annonce de l'efficacité du vaccin Covid-19 de Pfizer a coïncidé avec la vente massive d'actions par Bourla, soulevant des questions sur les conflits d'intérêts et la transparence. Il souligne que la Commission européenne, sous la direction de von der Leyen, a négocié directement avec Pfizer dans des conditions opaques, notamment via des échanges de SMS aujourd'hui disparus. Le texte met en lumière l'ampleur de la corruption au sein de l'UE, citant le média Euractiv qui évalue son coût à 1000 milliards d'euros par an. L'auteur dénonce un système où les lanceurs d'alerte sont réprimés, tandis que les conflits d'intérêts sont normalisés. Il illustre ce point en évoquant le cas de Sandra Gallina, haut fonctionnaire de la DG Santé, et ses liens avec le cabinet von der Leyen. L'introduction se termine sur un constat alarmant. L'Union européenne serait devenue une sorte de république populaire, à la chinoise, où le consensus des institutions a remplacé le consensus populaire. L'auteur annonce son intention de révéler les mécanismes de ce qu'il appelle un putsch institutionnel, notamment à travers l'analyse des affaires SMS Gate et Pfizergate. En tant que lanceur d'alerte, Baldan explique avoir déposé une plainte pénale le 5 juillet 2022 au Parlement européen, non pas par ambition personnelle, mais comme goutte d'eau pour faire déborder le vase. Son livre se veut ainsi un témoignage direct des dérives du système européen, écrit par un initié qui a côtoyé ces rouages de l'intérieur. L'auteur conclut en soulignant l'importance de comprendre les concepts de base de l'Union européenne, ses institutions et le rôle du lobbying dans l'ingénierie sociale, présentant Ursula comme la figure centrale de cette transformation non démocratique de l'Union européenne. Suite à sa plainte déposée en juillet 2022, l'événement déclencheur survient lors d'une audition publique à Strasbourg, où le témoignage d'une hôtesse de l'air nommée Laetitia révèle l'ampleur des dysfonctionnements institutionnels. Cette situation illustre la loi de Murphy. Les plans d'Ursula von der Leyen ne se déroulent pas comme prévu. Pour la première fois,
Un lobbyiste expose les liens troubles entre lobby et services de renseignement. L'analyse des affaires SMSgate et Pfizergate dévoile comment le World Economic Forum et l'Agenda 2030 ont transformé l'UE selon un modèle de gouvernance chinois, remplaçant le contrat social démocratique par un système favorisant les élites via le lobbying international. Résumé du début de la partie 1. L'auteur souligne la méconnaissance générale des citoyens concernant les institutions européennes, leur fonctionnement et les méthodes d'influence des lobbies. Cette ignorance, orchestrée par une élite technocratique, sert les intérêts des plus puissants et entrave la compréhension démocratique des enjeux. Pour illustrer ce fossé, l'auteur relate une anecdote éloquente. Lors des élections européennes de 2019, une électrice et sa mère se révèlent incapables de nommer 3 institutions européennes, 3 politiciens de l'UE, ou même d'expliquer les processus législatifs. Cette méconnaissance reflète un problème systémique. L'auteur insiste sur la distinction cruciale entre l'UE, ensemble institutionnel virtuel créé par des traités, et l'Europe, espace géographique réel façonné par l'histoire. Cette confusion, entretenue délibérément, participe à un expansionnisme territorial vers la Russie, comme en témoigne l'élargissement progressif de l'UE de 6 à 46 pays. Citant Orwell, l'auteur dénonce un langage politique destiné à légitimer les mensonges et masquer la réalité du pouvoir. L'auteur poursuit sa clarification des concepts en illustrant la distinction entre UE et Europe, avec l'exemple de la Suisse, État européen non membre de l'UE. Il cite Nigel Farage, qui affirme « Nous aimons l'Europe, mais nous détestons l'UE », soulignant cette différence fondamentale. Le texte expose ensuite la complexité du lobbying européen à Bruxelles, où 50 000 lobbyistes tentent d'influencer 705 députés, 27 chefs d'État et 27 commissionnaires. Cette pratique prend diverses formes. Cabinets d'avocats, consultants spécialisés, lobbyistes indépendants, entreprises comme Pfizer, associations professionnelles, ONG, think tanks et institutions académiques. L'auteur propose une cartographie des parties prenantes, stakeholders, organisée en 3 couches. Supérieure, porteurs d'intérêts comme BlackRock, BMGF, intermédiaire, exécutants comme les experts et les médias, et inférieure, population européenne. Ce système, qualifié de capitalisme des parties prenantes, est promu par le World Economic Forum et représente, selon l'auteur, une forme de gouvernance servant les intérêts des ultra-riches au détriment du contrôle démocratique. L'auteur détaille la structure complexe du lobbying européen, en commençant par sa propre expérience à lui, dans un cabinet de conseil spécialisé. Il souligne la difficulté d'étudier ces réseaux dynamiques et polymorphes, où les entités se dissimulent derrière une production idéologique importante. Une méta-analyse des sources documentaires révèle les acteurs les plus influents: Bruegel, Carnegie, Chatham House, CFR, le Council on Foreign Relations, et d'autres think tanks majoritairement occidentaux. L'auteur note l'absence d'entités chinoises dans ses rapports officiels. Le texte expose ensuite 3 méthodes principales du lobbying. Les portes tournantes, revolving doors, permettant aux individus d'alterner entre secteur public et privé. Les relations publiques, utilisant experts et faux experts pour façonner l'opinion publique. La stratégie vice ou vice, vénale, idéologie, compromission, ego, employant diverses formes de corruption, argent liquide, emploi fictif, faveur sexuelle, chantage. Cette industrie du lobbying s'appuie sur des techniques sophistiquées de manipulation et d'influence, transformant les institutions démocratiques en instruments au service d'intérêts privés. Donc on va s'attarder plus spécifiquement sur les 2 méthodes spécifiques du lobbying. Donc les portes tournantes, revolving doors, constituent un système où les individus alternent donc entre position de contrôleur et de contrôlé, entre décideurs publics et lobbyistes industriels. Ce mécanisme vise à effacer les frontières entre public et privé. Les fonctionnaires qui passent au privé y monnaient leurs informations confidentielles et contacts. Petite parenthèse, on va vous donner un exemple. Alexis Kohler, qui a passé, je crois, 12 ans secrétaire de l'Élysée, il a dû en voir passer des choses dans les couloirs, des rumeurs, ça y est, il part et il est immédiatement recruté par une banque. Pour moi, ça devrait être interdit. Quand vous avez connu les secrets d'État les plus confidentiels, pouvoir aller dans le privé comme ça juste après, alors que le contribuable vous a payé pendant 12 ans, en plus d'avoir payé vos études, c'est absolument pas normal. Bref, fin de la parenthèse. Donc ils y reçoivent des rémunérations importantes en échange de décisions favorables prises pendant leur mandat.
A l'inverse, ces acteurs du privé s'infiltrent dans les administrations publiques pour servir leurs anciens ou futurs employeurs. Cette pratique est considérée comme le nec plus ultra du lobbying. Les relations publiques, PR, englobent toutes les techniques de communication visant à construire une réputation positive et propager des croyances pour acquérir une autorité morale. C'est un euphémisme pour la propagande et la manipulation du consentement public. Cette approche s'inspire des travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules, d'Edward Bernays sur la propagande, et intègre les théories d'Overton, Milgram, H sur la conformité sociale, ainsi que les neurosciences et la cybernétique pour formater l'opinion publique. Donc l'auteur détaille 6 techniques au total, principales utilisées par les lobbyistes. Donc les portes tournantes, on l'a vu, les relations publiques, euphémisme pour la propagande, la stratégie VICE, ou VICE, vénale idéologie compromission égo, qui emploie corruption, stock options, emploi fictif, faveur sexuelle et chantage pour obtenir le consentement des décideurs. L'aléa moral désigne l'immunité dont jouissent certains acteurs, créant une déresponsabilisation systémique au sein des institutions. C'est pas moi, c'est l'autre. J'étais obligé de... voilà. La gestion des parties prenantes, stakeholder management, vise à identifier et à contrôler le réseau entourant un décideur via des vecteurs d'influence indirects. Le triangle de Karpman définit 3 rôles sociaux, victime, sauveur, bourreau, permettant de manipuler les interactions. Les citoyens deviennent victimes, les pouvoirs publics bourreaux, et les lobbyistes se positionnent en sauveurs, justifiant ainsi toute action au nom de l'urgence. Ce système sophistiqué transforme la démocratie en capitalisme des parties prenantes, où les institutions servent les intérêts d'une élite ultra riche. L'auteur détaille les principales techniques de lobbying, donc, tout en soulignant leur proximité avec les méthodes d'espionnage. Les portes tournantes permettent aux acteurs de basculer entre public et privé, monétisant donc, comme on l'a vu, informations confidentielles et contacts. Les relations publiques, quant à elles, utilisent la propagande et la manipulation psychologique pour façonner l'opinion. La stratégie VICE emploie corruption, chantage et compromission, comme illustré par les MEP Awards, une cérémonie flatteuse pour les parlementaires européens. Le département américain de la défense qualifie ces pratiques d'opérations de guerre psychologique, PSYOP, dont un des précurseurs était le sataniste pédophile Michael Aquino, qui a été entendu dans l'affaire Franklin et aussi l'affaire du Presidio, scandale tel qu'ils ont dû fermer une base militaire qui avait presque 200 ans à San Francisco. Je vous en avais souvent parlé. Donc les PSYOP combinant OSINT ou OSINT, HUMINT, H-U-M-I-N-T, propagande et technique de compromission. La frontière entre lobbying et espionnage s'estompe, les deux secteurs partageant même méthode et acteurs. Les cabinets de conseil, fondations et ONG servent souvent de façade pour des services de renseignement. Cette convergence a donné naissance à la business diplomacy ou political intelligence, euphémisme pour une diplomatie privée concurrençant les services d'État. L'auteur établit un parallèle inquiétant entre lobbying et espionnage, donc soulignant que leurs techniques sont souvent indistinctes. L'évolution du lobbying devient particulièrement préoccupante avec la concentration du pouvoir financier. Depuis juillet 2007, les institutions financières comme State Street, Vanguard et BlackRock forment un cartel contrôlant la monnaie, la dette et les marchés. Comme le note François Hollande, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance. Ces porteurs d'intérêt se coalisent au sein de structures comme le World Economic Forum, mutualisant leurs moyens pour contrôler l'économie mondiale et les droits fondamentaux. L'auteur cite le sociologue Michel Maffezoli, qui prévoit une limite naturelle à cette évolution. Soit un acteur finira par tout contrôler, soit le système s'effondrera, engendrant une ère des soulèvements. C'est ce qu'avait prévu, petite parenthèse, le film d'Henri Verneuil 1000 milliards de dollars, dans lequel on a Patrick Devers qui dit à un moment, à la fin des années 60, il y avait 200 sociétés qui formaient un chiffre d'affaires de 1000 milliards de dollars. À la fin des années 70, elles étaient plus que 10 ou 20. Et pourquoi pas, dans 20 ans, pourquoi pas une ? Et effectivement, depuis quelques années, rien que Apple a une capitalisation de plus de 1000 milliards de dollars. Donc c'est clair. Cette transformation donc du lobbying, combinant techniques d'espionnage et puissance financière, menace directement les fondements démocratiques de nos sociétés. L'auteur cite la définition de l'USDOD de 2001 sur la gestion de la perception, qui sont des techniques visant à influencer les publics étrangers via la manipulation d'informations. Les méthodes utilisées incluent l'OSINT, HUMINT, propagande et stratégie de compromission.
toutes servant à cartographier et influencer les réseaux de décision. Donc concernant l'évolution du lobbying, l'ère post-30 glorieuses est marquée par des intérêts privés influençant ouvertement la santé publique et d'autres secteurs. Depuis 2007, l'accent s'est déplacé vers la monnaie, la dette et les marchés financiers, formant une oligarchie financière. Des structures comme le World Economic Forum visent à contrôler, comme on a vu, la société, la monnaie, la justice, risquant un déséquilibre des richesses et des soulèvements sociaux. Le texte ensuite analyse le parcours politique d'Ursula von der Leyen en se concentrant sur des scandales et des controverses concernant les cabinets de conseil et la gestion des contrats gouvernementaux. Ursula, originaire d'une famille influente, a occupé plusieurs postes ministériels en Allemagne, notamment celui de la Défense, où elle était impliquée dans le scandale du Berater-Affäre, où le ministère a été critiqué pour des contrats de conseil coûteux et mal gérés. Le scandale a révélé que les contrats d'une valeur de 150 millions d'euros ont été attribués sans les contrôles nécessaires, impliquant des paiements excessifs pour des conseils souvent jugés inutiles. Donc voilà, parmi tant d'autres, petite parenthèse, un exemple de corruption féminine. Là, c'est pas des hommes, elles sont tout aussi corrompues quand elles arrivent au même niveau de pouvoir que les hommes, pour n'en déplaire à Madame Rousseau. Fin de la parenthèse. Le texte met également en lumière le SMS Gate, une autre controverse où von der Leyen, en tant que ministre de la Défense, aurait négocié des contrats de vaccins avec Pfizer de manière non transparente et potentiellement influencée par des interactions antérieures avec des membres de McKinsey et d'autres cabinets de conseil. Les auteurs soulignent un manque de transparence dans les processus de négociation, suggérant un possible conflit d'intérêts dans la manière dont les contrats ont été attribués et gérés. Le texte critique la manière dont von der Leyen et d'autres politiques utilisent des cabinets de conseil pour contourner les processus standards de prise de décision et de supervision, ce qui pose des questions sur l'intégrité et l'efficacité de la gestion gouvernementale. Des préoccupations sont également exprimées concernant son rôle dans la mobilisation des financements pour des projets de recherche controversés, comme ceux impliquant des cellules souches embryonnaires humaines. Le document questionne ainsi la capacité de von der Leyen à maintenir une gouvernance transparente et responsable, en particulier dans un contexte européen où elle a pris des fonctions encore plus influentes. Donc pour revenir au scandale Berater-Affäre qui concernait von der Leyen, l'enquête notamment du Der Spiegel a montré que les contrats attribués comprenaient des irrégularités significatives et que les coûts contribuables pouvaient atteindre 93 millions d'euros. Une autre affaire, connue sous le nom de SMS Gate, implique von der Leyen dans une négociation secrète avec Pfizer pour des contrats de vaccins utilisant des SMS pour contourner les méthodes de négociation transparentes. Cette affaire soulève des inquiétudes sur la transparence et l'éthique dans la gestion des contrats publics à grande échelle. Le texte suggère également un problème général de gouvernance dans l'utilisation des cabinets de conseil par les politiciens, où des relations préexistantes avec des entreprises comme McKinsey peuvent influencer les décisions politiques et économiques, souvent à l'insu du public. Enfin, le texte mentionne une révélation de 2016 concernant Emmanuel Macron et sa relation avec le cabinet McKinsey, qui a suscité des préoccupations sur des influences inappropriées et un manque de transparence dans le gouvernement français. Ces exemples illustrent les défis posés par l'interaction entre les gouvernements et les grandes entreprises de conseil, soulignant le besoin de réformes pour assurer une gouvernance plus transparente et responsable. Petite parenthèse, on pourrait aussi ajouter la période moins connue autour de 2010, je crois, où Macron avait été appelé par la direction du Monde, puisque suite à divers placements désastreux, le Monde était au bord de la faillite, comme par hasard, et on a Alain Minc qui trouve des investisseurs extérieurs, et c'est vrai qu'on se demande a posteriori si le fait d'acculer le Monde à la faillite, et ensuite de diluer l'actionnariat, etc., n'était pas un moyen de rendre le Monde dépendant des actionnaires des investissements, ce qui donc lui fait perdre sa liberté éditoriale, c'est évident. Et regardez où on en est aujourd'hui, regardez Le Monde, regardez Libération, regardez plein de différents journaux. Le journalisme d'investigation est quasiment mort. Et donc, ce qui n'est pas beaucoup su, c'est que Macron avait été appelé à titre bénévole, comme s'il n'avait aucun intérêt à faire des choses dans sa carrière, lui, enfin aucun intérêt pécunier, pour faciliter les investissements de l'extérieur pour la restructuration du monde. Et au début, tout se passait très bien, et après,
la direction du Monde a commencé à se demander, enfin sur l'association des lecteurs du Monde là, a commencé à se demander mais est-ce qu'il mène pas double jeu lui? Bon, vous voyez quand même qui nous dirige, hein. Entre la Ursula qui a été compromise par le gouvernement allemand et notre président qui s'est commis dans des affaires comme ça, qui est ensuite devenu président de la République, c'est quand même assez chaud. La relation de Macron avec le Young Global Leaders du World Economic Forum est également mentionnée, suggérant un potentiel conflit d'intérêts et une influence qui pourrait compromettre l'intégrité politique. Le texte met en lumière les enjeux de gouvernance et les risques de collusion entre les élites politiques et les grandes entreprises de conseil, mettant en doute la transparence et l'intégrité de la gestion gouvernementale à l'échelle européenne. Donc le World Economic Forum, sous la houlette de Klaus Schwab, est également critiqué pour son rôle dans le modelage des politiques à travers des initiatives telles que Young Global Leaders, qui favorisent une élite globale, influente, mais potentiellement déconnectée des réalités démocratiques. Ces réseaux, soutenus par des figures comme Macron, sont perçus comme des vecteurs d'une ubérisation de l'économie, qui privilégie les intérêts corporatifs au détriment de la souveraineté et de la transparence. Philippe Séguin, petite parenthèse, doit se retourner dans sa tombe. Lui qui parlait de perte future de souveraineté si on signait le traité de Maastricht. Donc les affaires McKinsey, Emmanuel Macron, Klaus Schwab et le WEF soulignent un système presque invisible qui capture la décision publique via des réseaux d'influence et de lobbying. Les liens entre Macron et McKinsey et son engagement vers le WEF montrent comment des acteurs privés influencent de manière opaque les politiques publiques, évoquant des risques de conflit d'intérêts et de corruption de la démocratie. Ces pratiques, allant de la gestion des contrats à la manipulation des politiques économiques, mettent en lumière la nécessité urgente de réformes pour garantir la transparence et l'intégrité dans la gestion publique. Von der Leyen, lors de ses fonctions ministérielles et au-delà, a été impliquée dans des réseaux de lobbying et de décisions non transparents, notamment à travers des événements comme le WEF et les Bilderberg Meetings. Ces forums où se rencontrent des leaders mondiaux et des cadres de grandes entreprises sont souvent critiqués pour leur manque de transparence et leur potentielle influence indue sur les politiques publiques. En particulier, von der Leyen a participé activement aux Davos Meetings où des décisions importantes semblent être prises en dehors des cadres démocratiques traditionnels. Ces rencontres sont souvent perçues comme des lieux où les élites économiques et politiques façonnent l'avenir, sans un contrôle public suffisant, ce qui soulève des questions sur l'intégrité des processus décisionnels gouvernementaux. Le manque de transparence est également évident dans la gestion et la communication des informations par ces groupes, comme illustré par les réponses évasives et les documents souvent inaccessibles ou censurés. Cette opacité se retrouve dans les interactions entre von der Leyen et les corporations influentes lors de son mandat, mettant en lumière la complexité et les défis de maintenir la transparence et l'éthique dans la gestion des affaires publiques européennes. Von der Leyen, donc, dans ses interactions avec ces groupes, a été impliquée dans des discussions stratégiques sur des questions économiques, technologiques majeures, telles que l'augmentation de l'IA et du numérique, qui ont un impact direct sur la législation européenne. L'idéologie promue par le Forum de Davos soulève des préoccupations éthiques et démocratiques significatives, car elle inclut des concepts tels que les partenariats publics-privés, PPP, et le capitalisme des parties prenantes, dont on a déjà parlé, qui suggère un modèle de société différent de la démocratie traditionnelle. De plus, le Forum envisage une augmentation de la fusion entre le cerveau humain et la machine, ce que je vous avais dit en 2016 dans une vidéo qui s'appelait Transhumanisme et franc-maçonnerie. Alchimie, transhumanisme et franc-maçonnerie. Donc, fusion entre le cerveau humain et la machine relevant de l'industrie 4.0, incorporant des avancées telles que les nanotechnologies, la bioinformatique et le contrôle du génome humain. Il préconise également la fin de la vie privée à travers une surveillance de masse et promeut des systèmes de contrôle social avancés tels que le passeport vaccinal, le crédit social à la manière chinoise, ainsi que le crédit carbone et les critères ESG et CSR. Ces orientations stratégiques du Forum de Davos indiquent une vision futuriste et technocratique de la société qui pourrait compromettre des libertés individuelles et transformer en profondeur les structures sociales et politiques existantes. L'engagement d'Ursula von der Leyen avec des forums influents, comme le WEF, soulève des questions sur son adhérence aux principes de transparence et d'indépendance requis pour son rôle à la Commission européenne. En dépit de ses déclarations, elle a continué à participer activement à des événements du WEF, même après son accession à la présidence de la Commission, indiquant un chevauchement potentiel entre ses fonctions publiques et les intérêts privés.
Le WEF promeut notamment des idéologies comme l'augmentation de la technologie dans la gouvernance, des concepts tels que la surveillance de masse, le contrôle social via des passeports vaccinaux. Ursula von der Leyen avait pris ses fonctions en tant que présidente de la Commission européenne avec de grandes attentes et promesses, notamment celle d'amener une nouvelle ère de transparence et d'efficacité au sein de l'UE. Cependant, son mandat a rapidement soulevé des questions sur son engagement envers ses idéaux, en particulier en raison de ses liens étroits avec des groupes influents. Ces relations ont été critiquées, notamment avec le WEF, pour potentiellement influencer ses décisions de manière qui favorise ces groupes plutôt que l'intérêt général de l'Union européenne. Les critiques ne se limitent pas seulement à ses interactions avec des lobbies, mais aussi à la manière dont elle est perçue par le public et les médias. Je vais faire une petite parenthèse aussi, si je ne me trompe pas, c'est des gens, von der Leyen, elle doit toucher à peu près 500 000 euros de salaire par an. Pour des gens non élus démocratiquement, je veux dire au suffrage direct, c'est quand même pas mal et ça vient contredire, vous savez, l'adage comme quoi il faut très bien payer les gens pour éviter qu'ils soient tentés par la compromission, etc. C'est notamment un adage qui est connu dans la finance. Si tu payes tes traders trop peu cher, ils peuvent soit aller ailleurs et emporter des petits secrets avec eux, soit travailler secrètement pour des clients, des gros clients, etc. Mais là, non seulement la nana, elle touche 500 000 euros tous les ans, et ça lui suffit pas en plus, quoi. On doit être à 40-45 000 euros par mois. Elle doit gagner 3 fois plus que le président de la République, et c'est pas suffisant. Président français, je veux dire. Fin de la parenthèse. Donc des articles et des reportages ont souvent mis en lumière son charisme à von der Leyen et son image publique, mais ont également soulevé des préoccupations quant à la substance de sa politique et sa capacité à gérer efficacement la complexité des enjeux européens. Son mandat était marqué par des tentatives de modernisation et de réforme, mais aussi par des accusations de succomber aux influences de lobbies puissants. Ce contexte complexe met en évidence les défis auxquels les leaders européens sont confrontés dans un environnement où les attentes en termes de transparence et de gouvernance démocratique sont élevées, tout en étant constamment sous le microscope des médias et du public. Les activités de von der Leyen continuent d'alimenter un débat sur l'efficacité et l'éthique de la gouvernance au sein de l'UE, questionnant la capacité de l'Union à se réformer, tout en restant fidèle à ses principes fondateurs de démocratie et de transparence. L'affaire SMS Gate a particulièrement mis en lumière les défis auxquels Ursula a été confrontée, soulignant les difficultés à maintenir une gouvernance propre et transparente au sein de la Commission. Cette affaire a été un point de bascule, amenant à questionner la capacité de von der Leyen à réformer l'UE, tout en préservant des principes démocratiques et transparents. Malgré les promesses de transparence et de réforme, son mandat a aussi été marqué par des critiques sur la gestion de l'information et ses relations avec les médias. Les accusations de censure ou de manipulation médiatique ont soulevé des inquiétudes sur l'état de la démocratie sous sa présidence. La liberté d'expression est protégée par l'article 25 de la Constitution européenne, mais la réalité montre souvent un tableau différent, où la presse peut être influencée par des intérêts politiques ou économiques, affectant ainsi la pluralité des voix et l'objectivité des informations. Von der Leyen a dû naviguer dans ces eaux troubles tout en essayant de maintenir l'engagement de l'Union européenne envers les droits fondamentaux. Son mandat reflète les tensions entre les idéaux démocratiques européens et les pratiques politiques, où les enjeux de pouvoir et les influences externes peuvent parfois compromettre les principes de liberté et d'indépendance médiatique. Ces challenges soulignent l'importance de soutenir une presse véritablement indépendante pour garantir que les citoyens soient bien informés et capables de participer pleinement à la vie démocratique. Durant la crise sanitaire, Ursula von der Leyen et la Commission européenne ont été critiquées pour leur gestion des lobbies, en particulier dans le contexte de l'initiative Warp Speed. Cette opération, visant à accélérer le développement et la distribution de vaccins contre la Covid-19, a mis en lumière l'influence considérable des grandes entreprises pharmaceutiques et de la technologie. Des fonds énormes ont été alloués, souvent avec peu de transparence sur la manière dont ces décisions étaient prises, renforçant les soupçons d'un alignement trop étroit entre les politiques publiques et les intérêts commerciaux. Von der Leyen a été vue comme une facilitatrice de cette dynamique, où des partenariats publics-privés ont été formés rapidement, souvent au bénéfice des entreprises plutôt que du bien public. L'approche a été défendue comme une nécessité face à l'urgence, mais elle a également posé des questions sur l'équilibre entre efficacité et éthique, et sur la protection des droits des citoyens européens face à des acteurs puissants.
Cette période a également révélé les tensions entre la nécessité d'une réponse rapide à une crise sanitaire et les principes de transparence et de gouvernance démocratique, mettant en évidence les défis de naviguer dans un contexte de crise tout en maintenant les valeurs fondamentales de l'Union européenne. La gestion de la crise par von der Leyen continue d'alimenter le débat sur l'adéquation des réponses européennes aux crises et leur vulnérabilité aux influences extérieures. Les controverses entourant von der Leyen et la Commission européenne se sont intensifiées avec les révélations sur l'influence des lobbies, y compris pendant la crise du Covid-19, où des liens étroits avec des entités comme la fondation Gates et l'industrie pharmaceutique ont été mis en lumière. Ces relations ont soulevé des questions sur l'intégrité des processus de prise de décision et la transparence des actions de l'UE. La gestion de la crise a révélé une préférence pour des solutions rapides qui, bien que nécessaires pour répondre à l'urgence, ont souvent été négociées sans un débat public suffisant ou une surveillance adéquate. Cette approche a souvent bénéficié aux grandes entreprises pharmaceutiques et à des intérêts privés grâce à des contrats lucratifs exacerbant les préoccupations sur l'équité et l'accès au traitement. Les scandales, tels que ceux révélés par Wikileaks concernant l'entreprise de lobbying américaine Dalberg, ont illustré comment des fonds destinés à des causes vitales ont parfois été détournés pour des fins moins nobles. Ces révélations ont jeté une lumière crue sur les pratiques douteuses au sein de certains cercles de pouvoir et ont montré comment des crises sanitaires et humanitaires peuvent être exploitées pour les profits plutôt que pour le bien public. Ces événements ont mis en évidence la complexité des défis que l'Union européenne doit naviguer pour maintenir ses principes de transparence et de justice dans un monde où les intérêts privés peuvent souvent influencer de manière disproportionnée les politiques publiques. La capacité de l'Union européenne à se réformer et à répondre efficacement à ces défis continue de faire l'objet de débats critiques. Dans le contexte de la pandémie, des critiques ont été levées contre la Commission européenne pour son approche de la gestion des crises, souvent perçue comme un renforcement de la surveillance et du contrôle sous couvert de réponses sanitaires urgentes. Cette période a révélé une tendance alarmante des gouvernements à installer des systèmes de contrôle social plus étendus, se manifestant notamment dans l'introduction de dispositifs comme les certificats numériques Covid de l'UE. Ces mesures, bien que présentées comme essentielles pour la sécurité publique, suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur les libertés individuelles, évidemment. La Commission, sous la direction de von der Leyen, a été critiquée pour sa collaboration avec des entreprises privées dans la mise en œuvre de ces technologies, ce qui soulève des questions sur la protection des données personnelles et la transparence des accords. Les révélations autour des pratiques d'écoute et de surveillance par des agences telles que la NSA, avec la complicité présumée de certains acteurs au sein de l'UE, ont exacerbé ces craintes. Ces développements suggèrent un glissement vers des pratiques gouvernementales plus autoritaires sous le prétexte de la gestion de la crise, posant un défi significatif pour le maintien des principes démocratiques en Europe. Les actions de la Commission durant cette période continuent de provoquer un débat sur l'équilibre entre sécurité et liberté dans la réponse aux crises. La crise sanitaire a exposé l'ampleur du lobbying à travers l'utilisation d'experts comme façade pour influencer les politiques publiques. Des figures telles que le professeur Mark van Ronst ont été mises en avant pour légitimer des réponses à la crise, souvent en alignement avec des intérêts commerciaux spécifiques. Ce phénomène a soulevé des inquiétudes quant à l'intégrité de la communication publique et la transparence des décisions gouvernementales, exacerbant les craintes d'une manipulation de l'opinion publique sous couvert d'expertise scientifique. La gestion de la pandémie a illustré comment des entreprises et des entités puissantes, telles que des multinationales pharmaceutiques, peuvent orchestrer des campagnes de relations publiques pour façonner les politiques à leur avantage. Ça inclut la promotion de certains traitements ou vaccins, influençant non seulement la politique de santé publique, mais aussi l'opinion publique mondiale. Ces pratiques ont mis en lumière les défis auxquels l'Union européenne doit faire face pour maintenir la transparence et l'équité dans la gestion des crises. Elles montrent comment des crises peuvent être exploitées pour avancer des agendas privés, souvent au détriment de l'intérêt général, et au risque d'éroder la confiance du public dans les institutions sanitaires et politiques. La crise sanitaire a non seulement révélé la vulnérabilité des systèmes de santé mondiaux, mais aussi mis en lumière les tactiques de lobbying sophistiquées employées par des entités influentes. Des organisations comme la Chatham House et la fondation Bill et Melinda Gates ont joué un rôle central, non seulement dans la gestion de la crise, mais aussi dans la formulation des politiques publiques.
Ces pratiques ont soulevé des inquiétudes sur la transparence et l'équité des décisions prises, souvent perçues comme favorisant des intérêts particuliers plus que le bien commun. En parallèle, des experts comme Mark Van Ranst ont été critiqués pour leur rôle dans la communication de la crise, parfois perçus comme des vecteurs de messages orientés plutôt que comme des sources impartiales d'informations scientifiques. Cette intersection entre expertise scientifique et intérêt industriel soulève des questions éthiques importantes, notamment sur la manière dont l'information est présentée au public et sur les motivations derrière certaines campagnes de communication. Ces révélations ont exacerbé la méfiance du public envers les institutions et ont souligné la nécessité de réformer les pratiques du lobbying pour assurer que les réponses aux crises sanitaires sont guidées par l'intérêt public plutôt que par des bénéfices privés. La capacité de l'UE à adresser ces défis reste cruciale pour le maintien de la confiance dans sa gestion des politiques de santé et de crise. La gestion de la pandémie de Covid-19 a révélé une profonde intégration des intérêts privés dans les politiques publiques. On pourrait dire aussi une pénétration de marché, notamment à travers des figures telles que Peter Piot, désigné conseiller spécial par la Commission européenne. Son rôle illustrait la tendance des gouvernements et des organisations internationales à mobiliser des experts affiliés à des intérêts industriels ou privés, souvent au bénéfice de grandes entreprises pharmaceutiques ou technologiques. Cette situation a soulevé des inquiétudes quant à l'objectivité et l'indépendance des conseils fournis aux décideurs politiques. Les révélations autour des activités de lobbying exercées par des entités comme la Fondation Bill et Melinda Gates exacerbent ces préoccupations. L'influence de telles organisations dans la formulation de la réponse à la pandémie, notamment à travers le financement de projets de recherche et la promotion de certaines politiques de santé, indique une possible prédominance des intérêts commerciaux sur l'intérêt général. L'implication de figures comme Piot et les liens étroits entre les autorités sanitaires européennes et des acteurs privés posent des questions éthiques importantes, surtout en ce qui concerne la transparence des processus décisionnels et la véritable efficacité des interventions en matière de santé publique. Cette intersection entre science, politique et commerce souligne les défis auxquels l'Union européenne doit faire face pour maintenir l'intégrité de ses politiques de santé et garantir que les réponses aux crises sanitaires sont guidées par des principes de bien public, indépendance et objectivité scientifique. La nomination de Peter Piot comme conseiller spécial de von der Leyen a suscité des interrogations sur l'interconnexion entre les sphères de la politique de santé publique et les intérêts industriels. Bien que Piot ait une carrière distinguée, son implication dans diverses organisations et fondations influentes, telles que la fondation Bill et Melinda Gates et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI, indique un potentiel conflit d'intérêts qui pourrait influencer les politiques de santé de l'Union européenne. Piot a été engagé pour ses compétences et son expérience, particulièrement en matière de préparation et réponse aux épidémies. Cependant, sa position au sein de réseaux influents où se mêlent philanthropie et industrie pharmaceutique soulève des questions sur son impartialité, en particulier durant une crise où les décisions rapides et les investissements massifs dans les technologies de santé, comme les vaccins à ARN, sont cruciaux. Ces relations complexes entre les conseillers de haut niveau et les industries peuvent affecter la transparence et l'équité des processus décisionnels au sein de l'Union européenne. Le rôle des conseillers devrait être clairement défini avec des directives strictes pour éviter les conflits d'intérêts, assurant que les décisions prises servent avant tout l'intérêt public et pas celui de certaines entités privées puissantes. L'influence des lobbies sur Ursula von der Leyen et la Commission européenne a été substantielle, particulièrement en ce qui concerne les politiques de santé publique et la réponse à la pandémie. Des groupes comme la fondation Bill et Melinda Gates, le Wellcome Trust et le World Economic Forum ont joué des rôles clés dans la promotion de technologies spécifiques et dans la formulation des directives sanitaires. Ces entités ont poussé pour l'adoption de méthodes d'identification numérique, l'utilisation de données massives pour la santé et ont favorisé la généralisation de nouvelles technologies génétiques comme les vaccins à ARN, qui, petite parenthèse, existaient à titre expérimental depuis la fin des années 80 et les années 90, mais c'était encore hautement expérimental. J'étais tombé sur des études scientifiques qui en parlaient, et notamment je crois que le professeur Luc Montagnier connaissait cette technologie. Il en avait discuté dans des colloques, il me semble, les vaccins à ARN, dans les années 80-90.
Ces lobbies ont également exercé une influence notable dans l'élaboration de l'agenda politique et scientifique, orientant la recherche et le développement vers des domaines qui alignent leurs intérêts commerciaux avec les objectifs de santé publique. Par exemple, la CEPI, donc Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, soutenue par Gates, a été cruciale dans l'accélération du développement et de la distribution des vaccins Covid-19, promouvant une approche de la santé globale qui bénéficie simultanément aux partenaires privés. Cette intégration profonde des intérêts privés dans les politiques de santé publique soulève des questions concernant l'indépendance et la transparence des décisions prises par l'Union européenne. La dépendance accrue envers des conseils et financements provenant de ces puissants lobbies risque de compromettre l'intégrité des politiques de santé, mettant potentiellement les intérêts commerciaux avant le bien-être public. Voilà, je vous propose d'en finir avec cette première partie de mon résumé du livre Ursula Gates. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2.